Il fut un temps où les gangsters ne dominaient pas seulement les rues, ils décidaient aussi de qui s'asseyait à la Maison-Blanche. Derrière les projecteurs d'Hollywood, les discours patriotiques et les guerres qui ont changé le siècle, une alliance invisible prenait forme, celle du crime organisé et du pouvoir politique américain. Un réseau qui commença par la contrebande d'alcool et finit par financer des guerres, des opérations secrètes et des assassinats d'État. Son nom, Gladio. Et voici l'histoire de la manière dont l'argent, l'héroïne et les secrets ont bâti le véritable empire américain. Des décennies avant que les Kennedy ne promettent de nettoyer le pays de la corruption, leur propre famille avait partagé la table avec les mêmes démons qu'elle poursuivrait plus tard. Robert Kennedy n'a pas déclenché la guerre contre le crime organisé, il l'a hérité. Le péché originel de l'Amérique était déjà écrit. Le crime n'est pas tombé du ciel. Il est né. Et ce qui l'a fait prospérer n'était pas le chaos, mais une loi. Lorsque, dans les années 1920, le gouvernement américain interdit l'alcool, il ne se contenta pas de fermer les bars. Il ouvrit l'affaire la plus lucrative de l'histoire moderne. Les contrebandiers devinrent des hommes d'affaires. Les tuèrent, des rois, et la violence, une industrie nationale. On pouvait posséder de l'alcool, on pouvait s'enivrer, mais on ne pouvait pas le vendre. Cette contradiction alluma la mèche. Et le résultat fut un nouveau type d'empire. Invisible, sans frontières, sans drapeau, avec des tentacules dans chaque mairie, chaque commissariat et chaque tribunal du pays. À cette époque, les États-Unis n'étaient pas encore la superpuissance qui dominerait le XXIe siècle. C'était un géant endormi, un pays qui regardait avec méfiance et avec envie les vieux empires européens. Pendant que la Grande-Bretagne affichait des siècles de domination, l'Amérique apprenait en silence, copiant leurs méthodes, mais remplaçant les couronnes par des billets. En 1928, les mafias italiennes, irlandaises et juives avaient cessé de s'affronter. Elles faisaient désormais quelque chose de bien plus dangereux. Elles s'alliaient à la politique. Leur première véritable tentative fut l'élection présidentielle de 1928. Lucky Luciano, Frank Costello et la puissante machine de Kansas City soutinrent pleinement Al Smith, le gouverneur catholique de New York. C'était leur homme. Mais le pays n'était pas prêt pour un candidat à l'accent italien et aux origines populaires. Smith perdit, et avec lui, le rêve des parrains d'influencer Washington. Ce fut une leçon amère. La politique ne s'achetait pas seulement avec de l'argent, elle s'achetait avec une image. Ils changèrent donc de stratégie. Cette fois, ils misèrent sur un aristocrate au sourire de prêtre et à l'esprit de stratège, Franklin D. Roosevelt. Mais FDR n'était pas un politicien ordinaire. C'était un joueur d'un autre niveau, et il savait parfaitement comment utiliser le crime sans se salir les mains. Les parrains ne comprirent pas à qui ils avaient affaire. Roosevelt n'était ni un juge corrompu, ni un politicien de quartier, c'était de la vieille richesse. Un esprit militaire vêtu d'élégance. Un aristocrate qui avait appris des anciens empires européens que le vrai pouvoir ne se partage pas. Il se gère. FDR accepta l'aide du milieu, mais seulement tant qu'elle lui fut utile. Et lorsqu'il voulut se libérer de ses propres alliés, il utilisa la plus ancienne stratégie du pouvoir, créer le chaos. Il lança une croisade interne. Il envoya des juges comme Samuel Seabury déterrer les fondations pourries de la politique new-yorkaise. Les réseaux de corruption policière, les pots de vin à la mairie, la domination de Tammany Hall, chaque matin, Lucky Luciano ouvrait les journaux et découvrait un nouveau coup porté à ses affaires. La presse le démolissait, le public le condamnait, et Roosevelt, à chaque manchette, consolidait son image de sauveur. Lorsqu'il arriva à la présidence, il n'avait plus besoin de l'argent du crime. Ce qu'il recherchait désormais, c'était le contrôle absolu du système. Et pour l'obtenir, il décida de détruire les mêmes hommes qui l'avaient aidé à accéder au pouvoir. Aucun démocrate n'osait les toucher. Alors Roosevelt chercha un républicain et trouva son bourreau, Thomas Dewey, un procureur implacable, un croisé avec le sang-froid d'un assassin et une mallette pour seule arme. Dewey lança une offensive chirurgicale contre le crime organisé. Luciano termina derrière les barreaux. Dutch Schultz, l'un des mafieux les plus violents de New York, fut exécuté par ses propres hommes pour l'empêcher d'assassiner Dewey. Lepke Buchalter, le chef de Murder Inc.,
fut capturé et condamné à mort. Vito Genovese s'enfuit en Italie. Meyer Lansky trouva refuge entre Miami et La Havane. Bugsy Siegel disparut en direction de la Californie. Et Frank Costello, le cerveau politique de la mafia, s'échappa vers le sud, en Louisiane. Le feu se propageait dans tous les recoins du pays. Chicago n'y échappa pas. Après la chute d'Al Capone pour fraude fiscale, le reste de son organisation fut traqué sans relâche. Mais Roosevelt ne détruisit pas le crime organisé. Il le réinventa. Il le dépouilla de ses anciennes structures et le façonna en quelque chose de bien plus utile. Un réseau de contacts, un système de pouvoir parallèle que le gouvernement pouvait manipuler et dissimuler. Pendant que les journaux célébraient la fin de la mafia, les véritables architectes du pouvoir préparaient déjà leur prochain coup. Avec la fin de la prohibition, l'histoire prit un tournant. Le même gouvernement qui avait nourri le crime en interdisant l'alcool avait désormais besoin d'un nouvel ennemi et d'un nouveau commerce. Les médias commencèrent à diffuser un récit. Lucky Luciano entretiendrait des liens avec des seigneurs de guerre chinois à Shanghai, trafiquant de l'héroïne vers les États-Unis. Une tentative pour le discréditer, mais aussi un signal de ce qui allait suivre. Alors que de nombreux mafieux méprisaient le trafic de drogue, jugé trop sale, Luciano n'avait pas ses scrupules. Il savait que l'avenir se trouvait là, et il avait raison. En 1936, il fut arrêté sous 62 chefs d'accusation liés à la prostitution. Il fut condamné à 35 ans de prison. Mais le destin et la guerre étaient sur le point de changer sa chance. Année 1942. L'USS Normandie, un luxueux paquebot français transformé en navire de guerre, brûle mystérieusement dans le port de New York. Il coule sous les yeux du pays. Les quais étaient sous le contrôle du syndicat, et ce syndicat appartenait à Luciano. Les États-Unis étant en guerre et la peur du sabotage nazi à son comble, la marine avait besoin d'un coupable immédiat. Elle le trouva. Des espions allemands. Mais derrière l'incendie, il n'y avait pas de nazis. Il y avait un accord, un message codé envoyé des bas-fonds au gouvernement fédéral. Le port n'est pas sûr sans nous. C'est ainsi que débuta l'une des alliances les plus sombres de l'histoire moderne. L'incendie du Normandie ne fut pas seulement un désastre naval, il fut le déclencheur d'un pacte qui changerait à jamais l'histoire des États-Unis. Le bureau du renseignement naval, humilié et désespéré face au sabotage, fit l'impensable. Il se tourna vers les mêmes hommes qu'il avait juré de combattre. Il demanda l'aide du syndicat portuaire contrôlé par Lucky Luciano et Meyer Lansky. Ainsi naquit l'opération Underworld, le premier accord secret entre le gouvernement américain et le crime organisé. Ce que presque personne ne sait, c'est que les navires de guerre américains ne partirent pas de New York, mais de Louisiane. Des centaines de milliers de soldats traversèrent les quais de la Nouvelle-Orléans et, sans le savoir, laissèrent une partie de leur solde dans les machines à sous, dans les bars et dans les bordels contrôlés par un homme, Carlos Marcello. C'était son territoire, le dernier coin de l'Amérique avant le front, et chaque pièce, chaque whisky, chaque nuit de plaisir, passait d'abord entre les mains de Marcello. La guerre devint une affaire de plusieurs millions de dollars. Mais pour Marcello, il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de discipline et de contrôle. Sous son commandement, les quais du Sud restèrent à l'abri des sabotages, des grèves ou de l'espionnage ennemi. Tandis que le renseignement naval craignait une invasion nazie par la côte Est, Marcello verrouilla le golfe du Mexique avec la précision d'un général. Et quelqu'un prit note. Les nouveaux hommes du gouvernement, ceux qui formeraient bientôt la CIA, virent en lui bien plus qu'un gangster. Ils virent un gestionnaire du chaos. Pour cette loyauté silencieuse, Marcello fut récompensé. Il reçut le contrôle total des routes maritimes du Sud, avec l'approbation tacite non seulement du milieu, mais aussi du renseignement américain. En parallèle, Lucky Luciano fut libéré avant terme. L'accord était clair. Sa collaboration pour sécuriser les ports et faciliter l'invasion alliée de la Sicile, en échange de sa liberté et de sa déportation vers l'Italie. Le syndicat de Luciano et Lansky prit en charge la sécurité du port de New York. Sous cette protection, les cargaisons de guerre circulaient sans interruption et parmi elles, discrètement, passaient aussi les premiers envois d'héroïne, provenant de laboratoires clandestins en Europe et à Cuba. En 1946,
Luciano fut remis en liberté, et son retour en Sicile marqua la renaissance d'une organisation que Mussolini avait tenté d'effacer de la carte, la Cosa Nostra. Depuis Palerme, l'ancien empire criminel se réveillait, et cette fois, il le faisait avec la bénédiction indirecte du renseignement nord-américain. Au sein même du gouvernement, quelqu'un observait tout avec attention. Un homme d'affaires devenu diplomate, un homme qui comprenait mieux que quiconque la valeur d'un accord dans l'ombre. Joseph P. Kennedy, contrebandier durant la Prohibition, négociateur, futur ambassadeur à Londres. Kennedy voyait en Roosevelt ce qu'il avait toujours rêvé d'être, un président aimé du peuple et craint des puissants. Mais son admiration pour les régimes fascistes européens et ses déclarations en faveur de Hitler et de Mussolini le condamnèrent. Son rêve d'occuper le bureau ovale mourut au milieu des soupçons et des scandales diplomatiques. Il fit alors un nouveau calcul. S'il ne pouvait pas être président, ses fils le seraient. À cette époque, avant même l'existence de la CIA, opérait déjà un bureau secret appelé OSS, l'Office of Strategic Services. Ce n'était pas encore une agence officielle, mais un groupe d'espions, de soldats et d'opportunistes tirant les ficelles du monde depuis l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Une fraternité de stratèges, de joueurs et de rêveurs, qui transformerait bientôt la collaboration entre la mafia et l'État en la machine clandestine la plus puissante du XXe siècle. Les besoins du gouvernement étaient clairs, des ports sûrs, une main-d'œuvre disciplinée et une Sicile prête à être prise comme une noix pourrie. L'OSS, l'Office of Strategic Services, précurseur de la CIA, savait qu'aucune armée ne pouvait y parvenir sans aide locale. Et cette aide avait un nom, Lucky Luciano. Depuis sa cellule de Dannemora, le parrain reçut une offre impossible à refuser. « Si tu nous aides à gagner la guerre, nous te rendons la vie. » Luciano accepta. Il tint parole. Et l'alliance entre le renseignement et la mafia fut scellée par le feu. L'OSS avait découvert quelque chose de bien plus précieux que les services du milieu. Un réseau international capable d'agir sans laisser de traces. Quand la guerre prit fin et que la guerre froide commença, cet organisme clandestin changea de nom. Il s'appelait désormais l'Agence centrale de renseignement. Mais sa nature resta la même, cachée, pragmatique et prête à se salir les mains. Il ne s'agissait plus seulement d'information ou d'espionnage. Il y avait désormais des élections à manipuler, des gouvernements à renverser, des guerres à financer. Et tout cela exigeait de l'argent qui n'existait pas dans les livres comptables du Congrès. Il fallait des fonds invisibles, de l'argent sans origine, de l'argent sans odeur, et ils le trouvèrent dans l'héroïne. Le commerce devint planétaire. L'héroïne commença à circuler comme le pétrole, extraite du triangle d'or de l'Asie du Sud-Est, raffinée en Turquie, transformée dans les laboratoires de Marseille et finalement injectée dans les veines de Harlem, Newark et la Nouvelle-Orléans. Les anciens empires, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas s'effondraient, mais les États-Unis en héritaient les ombres. Là où il y avait autrefois des colonies, il y avait désormais des opérations secrètes. Luciano nia son rôle dans cette mécanique. Il jura avoir tenté d'arrêter le trafic. Il alla même jusqu'à offrir ses services au Bureau fédéral des stupéfiants en échange de la restitution de sa citoyenneté. Mais il était trop tard. Le système qu'il avait aidé à créer ne lui appartenait plus. Et selon ses propres mots, il y a des gens au sein du gouvernement qui ont besoin que ce commerce continue de fonctionner. Il avait raison. Derrière le rideau, l'héroïne était devenue de l'argent noir, sans impôts, sans audit, sans limite. Et le plus inquiétant, les véritables architectes n'étaient plus des gangsters au chapeau et au revolver. C'étaient des hommes en costume, avec badge et autorisation de sécurité nationale. L'héroïne ne finançait pas seulement les parrains du crime. Elle finançait l'Empire américain. Et l'esprit qui rendit cela possible n'était pas un personnage de roman. C'était un homme oublié, sans statut, sans biographie. Le colonel Paul Helliwell. Son nom apparaît à peine dans les livres, mais son influence marqua le destin du renseignement américain. Plus que celle de n'importe lequel de ses supérieurs, Wild Bill, Donovan, Allen Dulles ou James Jesus Angleton. Chine, 1943. Le monde brûlait. L'armée japonaise avançait, tandis que le pays se vidait de son sang dans une guerre civile brutale entre deux ennemis.
les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Officiellement, ils étaient alliés contre le Japon. En réalité, ils s'entretuaient dans l'ombre. Halliwell, un opérateur froid muni de ses accréditations de l'OSS, s'infiltra dans la province méridionale du Yunnan, et ce qu'il vit changea à jamais sa vision du pouvoir. L'armée de Chiang survivait, non grâce à l'aide occidentale, mais grâce au commerce le plus rentable de la planète, l'héroïne. Le gouvernement chinois lui-même avait transformé l'opium en monnaie de guerre. Chiang Kai-shek fit ce que peu oser même reconnaître. Il transforma la Chine nationaliste en un narco-État. Son armée, affaiblie et sans ressources, trouva une solution aussi lucrative que sinistre. Utiliser la drogue comme arme. Et il le fit avec l'aide d'une organisation qui dominait déjà les bas-fonds de Shanghai, la Green Gang. La Green Gang existait bien avant la prohibition américaine. Elle faisait de la contrebande d'opium, manipulait des élections et creusait des tunnels secrets sous la ville, comme s'il s'agissait d'artères cachées du pouvoir. Ils soutinrent l'ascension de Chiang Kai-shek et, en échange, il leur remit les clés du trésor national. L'opium circula sans interruption par la route de Birmanie, alimentant un réseau qui finançait des armées et achetait des loyautés. Même des institutions en apparence respectables, comme la Fondation Rockefeller, avaient contribué des années plus tôt à légitimer ce trafic sous couvert d'aide médicale par l'intermédiaire du China Medical Board. Mais il ne s'agissait plus de médicaments. C'était une guerre payée à l'héroïne. Le colonel Paul Halliwell comprit parfaitement le système. Il en vit la structure, le désespoir et l'opportunité. Il proposa alors une idée qui allait transformer à jamais la politique étrangère des États-Unis. Et si nous aidions nos alliés anticommunistes à vendre de la drogue, en échange de protection, d'armes et de soutien logistique, le plan était aussi cynique qu'efficace. Le général Wild Bill Donovan donna son feu vert. Allen Dulles acquiesça. James Jesus Angleton observa en silence, depuis un coin de la pièce. Ainsi, le trafic de drogue devint officiellement un outil de guerre. L'accord fut formalisé sous le nom de Civil Air Transport, une compagnie aérienne exploitée par les nationalistes chinois qui évoluerait rapidement en le transporteur clandestin le plus tristement célèbre de la CIA, Air America. Mais ces avions ne transportaient pas seulement des fournitures. C'étaient des banques volantes, des arsenaux volants, des laboratoires volants d'héroïne. Et ce n'était que le début. Une fois que la drogue commença à financer les guerres contre le communisme, elle ne s'arrêta jamais. Le système se propagea comme une métastase. Ses tentacules traversaient les continents. La Nouvelle-Orléans, où Carlos Marcello contrôlait les quais. La Sicile, où les anciens parrains honoraient encore leur pacte de guerre. La Turquie et Marseille, où l'opium était raffiné avec une précision industrielle. Le Vietnam, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, où la CIA utiliserait la drogue comme monnaie politique. Lorsque Dwight Eisenhower arriva au pouvoir, l'Agence centrale de renseignement avait déjà bâti une économie clandestine, un réseau mondial financé par la drogue, les armes et les coups d'État. Ce n'était pas une conspiration, c'était une politique secrète. Le produit circulait comme le pétrole, mais encore plus rentable. Opium brut, du Triangle d'Or, raffiné en Turquie, transformé à Marseille et distribué dans les quartiers de Harlem, du New Jersey et de la Nouvelle-Orléans. Et au centre de tout, un homme. Pas un mafieux ordinaire, mais un maître de la logistique, Carlos Marcello. Marcello n'était pas un parrain de cinéma. Il ne se cachait pas derrière un restaurant ni ne se réfugiait dans un casino. Il possédait un cabinet de lobbying enregistré à Washington. C'était un homme d'affaires, un citoyen respectable, à qui les sénateurs rappelaient. Depuis les quais du Sud, il contrôlait le flux des navires, les syndicats et chaque cargaison entrant ou sortant du pays. Il était le point de jonction entre la mafia, la politique et le renseignement. L'homme qui comprit que le véritable pouvoir ne se mesurait pas en armes, mais en autorisation. Carlos Marcello n'était pas seulement le parrain du Sud, c'était un opérateur mondial. Des dirigeants étrangers sollicitaient des rendez-vous avec lui par l'intermédiaire de ses émissaires. Lorsque la CIA devait déplacer des armes, financer des rébellions ou exécuter un coup d'État sans laisser de traces, elle n'appelait pas le Pentagone.
Elle appelait Marcello. Guatemala, République dominicaine, Cuba. S'il fallait armer un groupe, transférer de l'argent ou éliminer un ennemi du système, Marcello savait comment procéder sans laisser la moindre trace écrite. Il était l'engrenage parfait entre le monde du crime et la machine de l'État. Mais l'histoire ne commença pas avec Eisenhower, ni même avec Kennedy. L'origine du monstre remonte à Harry Truman. Cet homme ordinaire du Missouri, héritier de l'ancien appareil politique du Midwest, arriva à la Maison-Blanche après la mort de Roosevelt. Il portait avec lui les fantômes de la machine Pendergast, un réseau de corruption, de pots de vin syndicaux et de faveurs politiques. Truman connaissait les rues, les silences et les codes du pouvoir. C'est pourquoi, lorsque les vétérans de l'OSS Wild Bill Donovan, Allen Dulles et James Jesus Angleton proposèrent de créer une nouvelle agence de renseignement, Truman refusa. « Je ne veux pas d'une Gestapo américaine », déclara-t-il. Mais le pouvoir ne s'arrête pas aux paroles. Et ainsi, en 1947, la CIA vit le jour. Avant d'avoir des budgets secrets ou des bâtiments à l'anglais, la CIA avait de l'opium. Et l'homme derrière le plan était le colonel Paul Helliwell, un fantôme de l'OSS qui avait appris en Chine comment une armée pouvait se financer grâce à l'héroïne. Il avait vu le régime de Chiang Kai-shek utiliser la Green Gang de Shanghai pour faire circuler la drogue sous couvert de programmes médicaux occidentaux. L'argent de l'opium se transformait en armes, en soldes et en victoires. Helliwell ne se contenta pas d'observer le système. Il le perfectionna. Il proposa quelque chose qui changerait l'histoire de l'espionnage moderne. Utilisons l'héroïne pour financer des opérations secrètes. Ils n'avaient pas besoin de l'argent du Congrès. Ils avaient seulement besoin d'une négation plausible. Et rien n'était plus invisible que l'argent de la drogue. Sans reçu, sans audit, sans question. Donovan et Dulles approuvèrent le plan. Une compagnie aérienne fictive fut créée, Civil Air Transport, qui deviendrait bientôt la façade aérienne la plus célèbre de la CIA, Air America. Sous prétexte de transporter des fournitures anticommunistes depuis l'Asie du Sud-Est, ces avions acheminaient quelque chose de bien plus précieux, de l'héroïne pure. L'argent noir finançait des opérations secrètes sur 3 continents. Et dans le sud des États-Unis, le réseau disposait de son relais terrestre, Carlos Marcello. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les ports furent fermés par crainte des sous-marins nazis, l'héroïne disparut presque totalement du marché. Seuls quelques-uns réussirent à maintenir le flux, et ils le firent via le Mexique. Les hommes qui contrôlaient cette frontière répondaient à 3 noms, Jack Dragna, Paul Ra et Carlos Marcello. Marcello ne vendait pas, il administrait. Il était le gardien de la porte, l'homme qui décidait de ce qui entrait et de ce qui sortait de l'Amérique. Quand la guerre prit fin, la CIA ne le laissa pas partir. Elle en avait besoin, car à ce moment-là, le système était déjà complet. L'opium était devenu le carburant du pouvoir clandestin. L'argent circulait de l'Asie vers l'Amérique, blanchi par des syndicats, des banques, des fondations et des entreprises. Et l'agence l'utilisa pour alimenter son projet le plus sombre, l'Opération Gladio, un réseau clandestin destiné à armer des cellules fascistes en Europe, à déstabiliser des gouvernements sociodémocrates en Italie, en Grèce et en France, et à maintenir vivante la guerre idéologique contre le communisme et le mouvement anticolonial. C'était une guerre sans drapeau, sans soldats officiels, sans frontières, une guerre financée par l'héroïne et soutenue par les mêmes hommes qui, depuis l'ombre, construisirent le véritable empire américain. La CIA, la mafia et les milices d'extrême droite de la guerre froide partageaient 3 obsessions. Haïr le communisme, vénérer le capital et dépendre de l'héroïne. Lorsque la drogue venait à manquer, ils ne se rendaient pas, ils la produisaient. En 1945, la guerre officielle prit fin, mais la guerre cachée ne faisait que commencer. Les ports se turent, les armes furent rangées. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose renaissait. L'héroïne, rare et hors de prix, presque disparue du marché légal. Seuls quelques-uns la consommaient surtout à Harlem, où le renouveau du jazz avait transformé les clubs en temples de rythme et de décadence. Entre trompette et contrebasse, l'héroïne cessa d'être uniquement un vice. Elle devint un symbole. Une injection valait près de $100. Cette étiquette rendait la drogue désirable. Paul Helliwell,
officier de l'OSS, qui deviendrait l'un des architectes de la guerre froide, comprit la logique. Il avait vu en Chine comment la drogue pouvait financer des armées. Il voyait désormais, dans l'Amérique d'après-guerre, un mélange mortel, un marché assoiffé et un État qui ne voulait ou ne pouvait financer publiquement ses opérations secrètes. Halliwell conçut alors un plan qu'il appela « Opération X ». Il le présenta à Allen Dulles, à Wild Bill Donovan et à James Jesus Angleton. La proposition était d'un pragmatisme brutal. Financer la CIA naissante avec de l'argent, ne passant pas par le congrès des fonds réels, mais invisibles. La recette ? Faciliter et protéger le réseau mondial du narcotrafic. Seigneurs de guerre, parrains, fonctionnaires corrompus, toute une économie clandestine, fonctionnant en parallèle de l'État. Le marché test fut Harlem, la mise en œuvre, la scène du jazz. Sur le plan opérationnel, 2 noms furent décisifs. Meyer Lansky, comptable et financier de la mafia, s'occupa des chiffres. Et celui qui mit en mouvement l'infrastructure matérielle fut Carlos Marcello, le patron des ports de la Nouvelle-Orléans. Marcello n'était pas un parrain ordinaire. C'était un génie de la logistique. Il contrôlait les quais, les routes entre les États-Unis, Cuba et l'Amérique centrale. Il dominait les syndicats et les flux de marchandises. Halliwell et Lansky mirent en place une couverture, une société écran basée à Miami, la General Development Corporation. Par son intermédiaire, l'argent sale était blanchi, les profits dissimulés et les opérations protégées derrière une façade légale. L'héroïne arrivait des plateaux d'Asie, cultivés par des seigneurs de guerre soutenus par l'OSS pendant la guerre, et empruntait des routes traversant l'Asie centrale, l'Afghanistan et, des décennies plus tard, des territoires qui deviendraient des centres majeurs de production sous supervision clandestine. L'opiacé brut était transformé dans des laboratoires siciliens, dans des installations qui avaient autrefois opéré comme des entreprises pharmaceutiques légitimes, avec des liens profonds avec le crime organisé. C'était une machine parfaite. Matières premières de montagne, transformations industrielles en Europe, logistique portuaire aux États-Unis et un réseau financier qui effaçait toute trace. Les laboratoires siciliens produisant l'héroïne la plus pure du monde ne surgirent pas de nulle part. Ils furent reconstruits avec le soutien de Silver Dollar Sam Carola, l'ancien patron de la Nouvelle-Orléans, déporté en Italie après la guerre. Depuis la Sicile, les siens transformèrent la poudre blanche en or. L'héroïne était parfaite, puissante, pure, prête à inonder le marché. Les routes de contrebande étaient ingénieuses. Les cargaisons traversaient l'Atlantique, dissimulées dans des oranges cirées et des boîtes de sardines, camouflées parmi des manifestes diplomatiques et des marchandises légales. Destination, Cuba. La base, l'homme de confiance de Marcello, Santo Traficante Jr., dirigeait les laboratoires des Caraïbes. À La Havane, l'héroïne était mélangée au sucre, reconditionnée, puis repartait vers New York et la Nouvelle-Orléans. Durant les années 1950, Cuba devint le cœur logistique de l'empire de la drogue, jusqu'à ce que Fidel Castro prenne l'île, expulse la mafia et ferme les casinos. Paradoxalement, cette perte ne fit que renforcer l'alliance entre la CIA et le crime organisé. Avec la chute de Cuba, les 2 camps avaient besoin de nouveaux refuges, de nouvelles routes, de nouveaux partenaires. Et ils les trouvèrent. À l'intérieur des États-Unis, l'héroïne se répandit silencieusement dans les clubs de jazz afro-américains, de Harlem à la Nouvelle-Orléans. Musiciens, artistes et habitués devinrent des consommateurs, sans savoir que derrière la poudre se cachait une machine géopolitique huilée par des agences de renseignement et des syndicats du crime. Les Teamsters, sous la direction de Jimmy Hoffa, transportaient la marchandise dans le sud et le Midwest à bord de camions que personne n'osait inspecter. C'était un réseau parfait, invisible, rentable, blindé. Pendant que les rues se remplissaient de toxicomanes, l'argent suivait le chemin inverse. Il affluait vers des sociétés écrans, vers des banques, vers les bureaux discrets de Miami. La General Development Corporation, cette façade créée par Halliwell et Lansky, s'était transformée en une blanchisserie d'argent international. La part de Marcello traversait l'océan en direction de la Sicile, où les anciens parrains européens la redistribuaient à travers un réseau souterrain de milices d'extrême droite et de groupes paramilitaires. Ce réseau portait un nom, Gladio. À la fin des années 1940,
Carlos Marcelo n'était plus seulement un chef mafieux, il était un faiseur de rois. Il contrôlait les ports, finançait l'État depuis l'ombre, et soutenait une infrastructure secrète qui permettait à la CIA d'opérer sans rendre de compte, sans audit, sans budget public, rien que l'héroïne, des mains invisibles et un flux constant d'argent noir, reliant les clubs de la Nouvelle-Orléans aux ruelles de Palerme. Et à Washington, personne ne posait de questions. C'est alors qu'un homme entra en scène. Il arriva à la Nouvelle-Orléans comme un fantôme, avec un badge et un carnet. Il s'appelait Aaron Cohn. Il n'était ni agent fédéral ni policier. Il ne portait pas d'armes. Sa seule arme était un dossier d'informateur et une obstination presque suicidaire à vouloir détruire le plus grand empire criminel du Sud. En 1954, il lança son enquête. En 1955, il comprit que son ennemi n'était pas seulement le crime, c'était le pouvoir. Marcello ne gouvernait pas par la violence. Il gouvernait par les poignées de main. New York survivait grâce à la politique, Chicago, grâce à la peur. Mais en Louisiane, Marcello inventa quelque chose de nouveau. Un système où policiers, juges et sénateurs étaient des actionnaires. Il ne les corrompait pas, il les associait. Chaque faveur était un investissement, chaque silence, un dividende. Les hommes de Marcello n'étaient pas achetés, ils étaient investisseurs. Si un shérif laissait les paris continuer, il recevait sa part. Si un chef de police détournait le regard pendant que l'héroïne traversait la ville, son compte bancaire grossissait en silence. Ce n'étaient pas des pots de vin, c'étaient des dividendes. Carlos Marcello avait compris quelque chose que les autres parrains n'avaient jamais saisi. Si tu voulais une véritable protection, tu ne l'achetais pas à la mafia, tu l'achetais à l'uniforme. Donne une part à l'autorité, et elle protégera ton argent mieux que n'importe quel homme armé. C'est ainsi que naquirent les camions blindés. Ils ne furent pas une invention des banques, mais de la mafia. Marcello devait transporter des fortunes des casinos vers les banques sans que ses rivaux n'osent toucher un seul centime. La solution fut simple. Transformer les véhicules des forces spéciales, les camions SWAT, en coffres-forts roulants. Et les autorités acceptèrent, car chaque trajet signifiait une nouvelle commission, un autre dividende silencieux. Marcello ne se contentait plus de dominer les rues. Il possédait les institutions chargées de l'arrêter. C'est alors qu'il apparut. Un homme avec un carnet au lieu d'un revolver. Un enquêteur qui ne répondait qu'à sa conscience, Aaron Cohn. Cohn commença à creuser dans la corruption qui rongeait la Nouvelle-Orléans. Il traça une carte de faveurs, de noms et de connexions. Chaque fil du réseau menait au même point, Carlos Marcello. Mais Marcello n'était pas un gangster ostentatoire. Il ne fanfaronnait pas. Il n'élevait pas la voix. Il observait. Et lorsque Cohn s'approcha trop près, il contre-attaqua avec une froideur chirurgicale. Aaron Cohn refusa de coopérer. Il ne trahit pas ses informateurs. Dans une ville où la confiance pouvait coûter la vie, son silence fut son seul bouclier. Marcello, en revanche, utilisa la machine judiciaire même que Cohn tentait de nettoyer. Il la corrompit de l'intérieur et la retourna contre lui. Au début de 1955, les gros titres parlaient d'eux-mêmes. Enquêteur condamné à 10 jours de prison pour outrage. En prison, l'homme qui a révélé 80 000 $ de pots de vin. Pendant que les juges, policiers et parieurs achetés par Marcello circulaient librement, le seul détenu était l'enquêteur. Dans sa cellule de la prison paroissiale d'Orléans, Cohn passait ses nuits à écrire. Il ne céda pas. Il ne donna aucun nom, ni au jury, ni au juge. Pas même lorsque la Cour suprême de Louisiane lui refusa le droit de protéger ses sources. Avant d'entrer en prison, il serra la main de ses rares alliés, le conseiller municipal Moore, l'ancien juré Morgan Whitney et Dudley Foley, les seuls à croire encore en lui. Le juge qui le condamna, Bernard Koch, suivait un scénario où la justice n'avait pas sa place. Ses amis firent appel au gouverneur, à la Cour de l'État et même à la Cour suprême de Washington. Personne ne les écouta. Cohn ne renonça pas. Il déclara à la presse « Tant qu'on me laissera du papier et un stylo, je continuerai à travailler. » Pendant ces 10 jours, il écrivit sans relâche. Il observa, consigna, relia les éléments. Même derrière les barreaux, il continuait à démonter, mot après mot, l'empire privé que Carlos Marcello avait bâti sur les ruines morales de la Nouvelle-Orléans. Et dehors, dans sa demeure du Sud, Marcello gardait le silence. Il n'avait rien à dire.
Le système parlait pour lui. Le véritable roi restait intouchable, protégé par un réseau de loyauté, d'argent et de peur. Carlos Marcello était le pouvoir que personne ne pouvait désigner, et Aaron Cohn, le premier homme à lui faire verser le sang. Mais cet exploit eut un prix. En 1955, Cohn n'était plus seulement un enquêteur. Il était devenu un symbole, un homme sans badge, sans armes, affrontant un gouvernement criminel, qui ne se cachait pas derrière des masques ou des cagoules, mais derrière des robes de magistrats, des uniformes et des costumes de soie. Cet empire n'avait pas de frontières. Il vivait dans les conseils municipaux, dans les tribunaux paroissiaux, dans les commissariats et dans les banquets des puissants. Et au centre de tout, régnait un nom, Carlos Marcello. Marcello n'était pas un homme qui criait. Il n'élevait pas la voix, ne menaçait pas, n'en avait pas besoin. Il bâtissait des alliances comme un ingénieur forant un gisement, profonde, silencieuse et durable. Son génie était simple, donner à chaque autorité une raison de le protéger. Le shérif recevait sa part du jeu. Le chef de la police percevait une commission pour chaque cargaison d'héroïne qu'il ne voyait pas. Les juges, les sénateurs, les employés judiciaires, tous participaient au festin. Marcello ne les achetait pas, il les associait. Et ce détail changea tout. Aaron Cohn le comprit et commit l'erreur d'essayer de le détruire. Il venait du monde du FBI, où la loi et la procédure faisaient office de bouclier. Mais à la Nouvelle-Orléans, ces valeurs n'étaient que du papier mouillé. Cohn dirigeait la Metropolitan Crime Commission comme une unité de renseignement en temps de guerre. Son bureau était couvert de dossiers. Juges corrompus, combats de boxe truqués, politiciens au service du milieu. Sa liste d'informateurs était une carte du pouvoir de Marcello, et c'est pour cette raison que le système décida de le détruire. Une convocation judiciaire arriva. Le grand jury exigeait les noms de ses sources. Cohn répondit non. Il fut condamné à 10 jours de prison pour outrage, accusé de refuser de trahir ceux qui risquaient leur vie pour dire la vérité. Le juge, Bernard Koch, le même qui, quelques semaines plus tôt, avait fermé les yeux sur les pots de vin de la police. L'enquête avait coûté 80 000 $ à l'État, et le seul emprisonné était l'homme qui l'avait mené. Un non-sens, mais aussi un message. Lorsque Cohn sortit de prison le 3 avril 1955, la ville ne l'accueillit pas avec du mépris, mais avec des applaudissements. Le révérend J. Gray, de la première église baptiste, organisa un banquet en son honneur. Les dirigeants civiques lui remirent un certificat de reconnaissance. Cohn n'avait pas été vaincu. Il avait été baptisé dans la boue de la corruption qu'il avait juré de révéler. Dans ses discours suivants, il parlait avec le calme d'un homme qui avait déjà payé le prix de la vérité. Lors de sa première intervention hors de la Nouvelle-Orléans, devant le Lions Club de Hammond, il fut direct. La moitié des jeunes arrêtés pour vol n'ont même pas 18 ans. La criminalité juvénile augmente. Le crime organisé domine. La solution n'est pas la violence, mais le vote éclairé. Mais sa guerre était loin d'être terminée. Ce même été, un promoteur de boxe millionnaire nommé Blair Anthony, lié directement aux parrains new-yorkais Frank Costello et Frankie Carbo, lança une croisade publique pour détruire la réputation de Cohn. Le système, blessé, se regroupait, et son objectif était d'effacer le seul homme qui avait eu le courage de l'affronter. Lors d'une réunion civique à la Nouvelle-Orléans, la tension explosa. L'homme d'affaires Blair d'Anthony, promoteur de boxe et figure publique, ne put se contenir. Il pointa Aaron Cohn du doigt, l'accusa d'hypocrisie, le menaça de l'expulser de la ville et devant tous, lui lança une phrase qui résonna comme un défi. « As-tu déjà regardé dans ton propre placard? Je vais te coller à la peau comme le riz à la sauce. » Cohn ne cligna même pas des yeux. Il répondit par des questions que personne d'autre n'osait poser. Sur Frank Costello, sur Frankie Carbo et sur les véritables propriétaires de l'empire de boxe de D'Antoni. Les réponses parlaient d'elles-mêmes. D'Antoni admit connaître Costello depuis des années et reconnut que Carbo, le même mafieux, lié aux assassinats du syndicat de la boxe, travaillait dans les relations publiques de son parc d'attractions, Lincoln Beach. La pression politique devint insupportable. Quelques semaines plus tard, D'Antoni annonça la fermeture de son entreprise, Louisiana Boxing Enterprises, accusant
les critiques injustes et les mensonges de Cohn et du sous-commissaire Guy Bannister. Bannister n'était pas un policier ordinaire. Il avait été agent du FBI, et des années plus tard, son nom serait lié à l'un des épisodes les plus sombres du XX siècle, Dallas, 1963, l'assassinat d'un président. Mais durant cet été 1955, l'attention restait concentrée sur Cohn. Tandis que les puissants tentaient de le détruire, sa stature ne cessait de grandir. La presse nationale le qualifia de martyr de l'intégrité. À New York, un autre enquêteur, William Keating, avait été emprisonné pour la même raison. Refusait de révéler les sources qui l'aidaient à exposer la corruption. Lorsque Keating fut libéré, Cohn se rendit sur place pour l'accompagner lors d'un déjeuner avec des journalistes. Les deux hommes, côte à côte, incarnaient l'image vivante d'une nouvelle résistance civique. Deux hommes prêts à aller en prison plutôt que de trahir leurs paroles. Lors de l'événement, on lut un télégramme du sénateur Est Kefauver, le même qui avait dirigé les premières audiences contre le crime organisé. Le message était clair. Le Sénat rédigeait une loi destinée à protéger les enquêteurs, qui refusaient de dénoncer leurs informateurs. La presse le surnomma « un autre Keating », mais la réalité était différente. Keating avait été le second. Le premier avait été Aaron Cohn. À l'été 1955, Cohn avait déjà ressenti une fois le poids des menottes et il faisait désormais face à une seconde menace d'incarcération. Pas pour vol, pas pour violence, mais pour le silence. La nouvelle affaire semblait simple, mais derrière le dossier se cachait une guerre. Deux officiers de police, le lieutenant Lewis Hill et l'ancien sergent Clifford Rather, étaient accusés de corruption publique. L'État affirmait qu'ils avaient rédigé un document contenant des noms, des paiements et des pots de vin prouvant l'existence d'un réseau de paris illégaux dans la ville. Et ce document se trouvait entre les mains d'un seul homme, Aaron Cohn. Lorsqu'il fut convoqué à témoigner, Cohn monta à la barre avec le calme de celui qui entre dans un champ de mine. L'avocat de la défense, Richard A. Dowling, le fixa et posa la question que tous attendaient. « Qui vous a remis ce document, monsieur Cohn ?» Cohn n'hésita pas. « Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. » Ce document lui avait été remis en secret le 31 août 1953 par un policier terrifié. Cohn lui avait promis de ne jamais révéler son nom. Il tint parole. Il savait que rompre ce serment signifierait une mort, et il préférait payer de sa liberté plutôt que de sa conscience. Briser sa promesse aurait signifié brûler le dernier pont de confiance, un pont qui permettait à d'autres encore dans l'ombre d'oser parler. Le juge Niles F. Hertz lui proposa une issue, une « fenêtre de grâce », selon ses termes. S'il révélait sa source avant la fin du procès, l'accusation pour outrage serait abandonnée. Cohn ne bougea pas, il ne céda pas. Son silence était sa condamnation, mais aussi son héritage. Quelques jours plus tard, le jury délibéra pendant 1h45. Le verdict fut sans appel. Hill et Rather furent acquittés. L'affaire s'évanouit. Mais le châtiment d'Aaron Cohn ne faisait que commencer. Le 5 août 1955, pour la seconde fois la même année, il fut condamné à 10 jours de prison et à une amende de $100. Au tribunal, le juge Hertz le désigna devant tous comme un homme coupable d'outrage. Il affirma que le document retenu par Cohn constituait la preuve la plus importante de l'affaire. Cohn répondit avec calme. Le policier qui lui avait remis ce papier ne pouvait confirmer l'authenticité des signatures. À ses yeux, le document n'était pas concluant, mais rien de cela ne comptait. Le tribunal ne vit pas des principes. Il vit une provocation, et il le punit pour cela. La presse se jeta sur l'affaire. Les titres se répétaient. Un enquêteur face à une nouvelle peine de prison. Le héros anticorruption de nouveau derrière les barreaux. Mais ceux qui connaissaient la vérité voyaient autre chose. Ils savaient que la Nouvelle-Orléans fonctionnait comme une cité, État contrôlé par la mafia. Et ils comprenaient que Cohn n'était pas un criminel, mais un homme puni pour avoir tenu parole. Il fut le seul incarcéré au cours d'une enquête de corruption massive, tandis que les mafieux, les policiers corrompus et les juges véreux sortaient libres, souriants, avec des peines avec sursis. Les éditoriaux le comparaient au héros du moment à New York, William J. Keating, lui aussi emprisonné pour avoir refusé de révéler ses sources dans une affaire d'écoute illégale. Tous deux étaient désormais des symboles d'intégrité.
dans un pays qui commençait à se demander ce que signifiait réellement la justice. Le journal The Hammond Vindicator résuma l'affaire par une phrase restée dans la mémoire collective. C'est l'histoire d'un homme qui a fait son devoir, obtenu des informations précieuses pour nettoyer sa ville, et a été emprisonné pour avoir refusé de dire d'où elle venait. Mais Aaron Cohn ne s'arrêta pas. Un mois plus tard, en septembre 1955, il reparut devant le public. Il annonça que le système de loterie illégale de la Nouvelle-Orléans, qui brassait plus de 10 millions de dollars par an, avait été démantelé. Pendant des semaines, il n'y eut pas une seule arrestation de vendeurs. Et c'était précisément le but. Le système tout entier avait cessé de fonctionner. Cohn l'avait brisé sans tirer un coup de feu, sans badge, sans soutien politique. Uniquement par sa parole et sa ténacité. L'empire de Marcello tenait toujours debout, mais il avait reçu sa première fissure. Et elle ne venait ni d'un rival ni de la police, mais d'un homme prêt à aller en prison plutôt que de vendre son honneur. Le reste du pays poursuivit sa route, mais Cohn resta dans sa ville, observant, documentant, luttant contre les fantômes du pouvoir. Et pendant ce temps, le véritable empire, celui de Carlos Marcello et de la CIA, continuait à étendre ses racines sous terre, en attendant sa prochaine guerre dans l'ombre, novembre 1955. L'homme qu'il n'avait pas réussi à faire taire était de retour. Aaron Cohn, tout juste libéré de sa seconde condamnation, revint dans les rues et sur la scène publique. Il ne se cacha pas, il ne se retira pas, il redoubla d'efforts. Il était désormais une figure respectée du milieu civique, invité à des dîners communautaires, des forums religieux et des clubs sociaux. Sa voix, la même qu'il avait conduit 2 fois en prison, résonnait toujours avec la même force. Le 9 novembre, dans le bâtiment éducatif de la rue East Charles, Cohn fut l'orateur principal de la réunion du Methodist Men's Club. L'affiche le présentait simplement Aaron Cohn, directeur général de la Commission métropolitaine contre le crime. Mais derrière ce titre se cachait une histoire digne d'un agent en temps de guerre. Il avait travaillé sous les ordres directs de J. Edgar Hoover comme agent spécial, supervisé des laboratoires criminels du FBI, enquêté sur des réseaux mafieux à Chicago, et combattu la corruption policière à la Nouvelle-Orléans. Désormais, en plus d'être enquêteur, il était une légende. Le seul homme emprisonné 2 fois dans cette ville pour avoir refusé de trahir ses informateurs. Pour ceux qui l'écoutaient ce soir-là, Cohn n'était plus un simple invité. Il était la preuve vivante de ce que le système faisait à ceux qui disaient la vérité. Alors que Cohn continuait à ébranler les fondations de la Louisiane, le reste du pays commençait à se réveiller. Cette même semaine à Miami, le sénateur Estes Fauvert ouvrit une nouvelle série d'auditions du Sénat. Mais cette fois, le sujet n'était ni le jeu illégal, ni les réseaux politiques corrompus. C'était quelque chose de bien plus sombre. Le commerce de bébés à travers les frontières des États. Un nouveau champ de bataille dans la même guerre. Corruption, exploitation, pouvoir sans conséquence. En Géorgie, des juges retiraient des enfants à des mères pauvres pour les vendre sous couvert de frais judiciaires. Au Kansas, les journaux révélaient le trafic de nouveau-nés, comme s'il s'agissait de simples marchandises. Et en Alabama, le procureur John Patterson, fils d'un homme assassiné lors de l'assainissement de Phoenix City, déclara par une phrase qui glaça la salle. « Nous avons payé un prix terrible pour une ville propre. Je suis certain que vous ne voudriez pas payer le même. » L'atmosphère du tribunal était étouffante. Odeur de tabac et de café froid. Les chaises grinçaient. Les journalistes envahissaient les couloirs. Et sous la lumière blanche d'un unique projecteur, l'attention de Washington ne se portait ni sur un mafieux, ni sur un maire corrompu, mais sur un juge pour mineurs d'Augusta, en Géorgie, Harry Woodward. Woodward n'entra pas comme un accusé. Il entra comme un homme habitué à être obéi. Il prit place avec l'assurance de quelqu'un qui se croit intouchable. Lorsque la sous-commission sénatoriale sur la délinquance juvénile se réunit ce mois de novembre à Miami, ce qui suivit ne fut pas une audience, mais un cauchemar gothique du Sud, en temps réel. À la tête de la procédure se trouvait Ernest Mittler, ancien procureur de New York, connu pour avoir démantelé des réseaux d'adoptions illégales et de trafiquants de bébés dans les banlieues de Manhattan. Désormais, devant les sénateurs et le pays entier, il lisait à haute voix des témoignages qui semblaient tirés d'un roman de gare.
Mais ce n'était pas de la fiction, c'était des faits. Des enfants vendus, des mères trompées, des juges et des avocats s'enrichissant sur la détresse des pauvres. Le public écoutait en silence, horrifié. Le pays qui se croyait un modèle de justice découvrait peu à peu son visage le plus répugnant. Le tribunal entendit un récit si grotesque que même les romans policiers n'avaient jamais osé l'imaginer. Des bébés vendus comme du bétail, des mères pauvres et sans défense traînées devant le tribunal pour mineurs du juge Harry Woodward sous des accusations de négligence ou d'immoralité. En quelques minutes, elles perdaient tous leurs droits. Il suffisait de quelques signatures. Les enfants disparaissaient, réattribués, exportés, proposés à l'adoption à des couples de Californie, de New York, de Floride et de presque tous les États intermédiaires. Le juge percevait une somme pour chaque transfert, parfois $100, parfois 300, toujours en espèces. Et le plus scandaleux, à certaines occasions, il agissait à la fois comme juge et comme avocat privé dans la même transaction, utilisant sa propre signature 2 fois sur les mêmes documents. Le procureur Ernest Mittler raconta affaire après affaire. Un enfant arraché à sa mère pour abus d'alcool, puis confié à un alcoolique propriétaire d'un motel. Une autre femme perdit ses 4 enfants, accusés d'immoralité. Un couple de Miami, de passage à Augusta, paya $250 au juge et repartit avec un bébé le jour même. Même dans une nation habituée au scandale, c'était trop. Le premier témoin témoigna derrière un écran, protégé par l'anonymat. C'était un avocat de Miami. Il déclara représenter un couple adoptif et craindre des représailles. Il confirma chaque détail, un dossier vierge, une procédure légale, une transaction fluide, trop fluide. Puis vint Mrs. Deza Epps, une femme menue, à l'accent profond de Géorgie et au caractère d'acier. Elle avait dirigé un foyer pour mineurs entre 1940 et 1951. Elle avait tout vu de l'intérieur. Elle expliqua, étape par étape, comment fonctionnait la machine et comment personne, absolument personne, n'avait tenté de l'arrêter. Les avocats de Woodward, W.P. Congdon et Roy Harris, vieux barons de la politique géorgienne, exigèrent le droit d'interroger les témoins. Le sénateur Kefauver, calme comme à son habitude, leur donna l'autorisation. Mais Harris se contenta de poser quelques questions symboliques, presque écrites d'avance. Le spectacle judiciaire était parfaitement calculé. Ensuite, Mrs. Mertis Heydrich monta à la barre, bénévole du même tribunal. Elle déclara que le chef de la liberté conditionnelle lui avait versé $5 pour qu'elle se fasse passer pour la mère d'un enfant envoyé à l'adoption. Ce n'était pas un pot de vin, dit-elle, c'était la procédure habituelle. Tout cela, le théâtre judiciaire, les murmures, les pots de vin exposés, révélaient quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas d'un juge hors de contrôle, c'était une usine à bébés, un réseau de trafic humain couvert par la loi, une machine alimentant un marché noir national, et enrichissant précisément les hommes censés protéger les plus vulnérables. Le pays entier regardait, horrifié. La corruption qu'Aaron Cohn avait dénoncée à la Nouvelle-Orléans s'étendait désormais sur la carte, montrant que le crime ne porte pas toujours une arme, parfois, il porte une robe. Le procureur Ernest Mittler ne tourna pas autour du pot. Il déclara devant le Sénat « Nous avons besoin d'une loi fédérale qui fasse de l'adoption d'enfants contre de l'argent entre États un crime. » Pour la première fois depuis longtemps, les politiciens ne débattirent pas. Le sénateur Estes Kefauver, le même qui, des années plus tôt, avait affronté la mafia dans des salles enfumées, se retrouvait désormais face à un nouveau type de syndicat. Un syndicat légal, invisible, qui trafiquait des enfants depuis les tribunaux et s'enrichissait sous la protection de la loi. Kefauver le dit clairement. C'est une honte nationale. Et il avait raison. Pendant que le pays se passionnait pour les gangsters en costume de soie ou pour l'héroïne qui inondait Harlem, le véritable crime, celui que personne ne voulait voir, se produisait en plein jour, dans les tribunaux, sous l'autorité de la robe. Aaron Cohn observait tout cela à distance. Il savait que ces affaires n'étaient pas des exceptions. Elles étaient les symptômes d'une maladie plus vaste, un appareil gouvernemental endormi au volant, ou pire encore, payé pour garder les yeux fermés. Kefauver, infatigable comme toujours,
demanda une législation fédérale pour freiner le marché noir des enfants, mais il revint aussi sur le sujet qu'il avait rendu célèbre 5 ans plus tôt, les commissions contre le crime. Il déclara qu'elles étaient le seul outil réel pour assainir les villes. Et même s'il ne le nomma pas, tout le monde comprit de qui il parlait. Il parlait d'hommes comme Aaron Cohn, qui n'avaient pas besoin d'un badge ni d'ordre de Washington pour affronter la pourriture. Des hommes qui marchaient seuls vers les coins les plus sales de la vie américaine, et disaient simplement « assez ». Cohn savait que gagner ne signifiait pas seulement des arrestations ou des gros titres. Cela signifiait la résistance. Endurer la diffamation, les menaces, la prison, les tribunaux achetés. Ainsi se poursuivit sa croisade, une conférence, un club social, une salle communautaire à la fois. On le qualifia de martyr, de fou, d'obstiné, de héros. Mais en réalité, il était quelque chose de plus profond. L'homme qui ne s'est pas brisé. À ce moment-là, les accords conclus dans les bureaux obscurs de la Seconde Guerre mondiale avaient évolué. Ils n'étaient plus des faveurs entre alliés ou patriotes, ils étaient devenus des contrats permanents. Les hommes qui répondaient autrefois à l'appel de la patrie répondaient désormais au téléphone. Et beaucoup d'entre eux ne travaillaient même plus pour le gouvernement. La CIA, le renseignement naval, le Pentagone, tous avaient appris à cohabiter avec les démons. Ils négociaient avec des hommes qui n'obéissaient pas aux lois, seulement à leurs propres intérêts. Des hommes comme Carlos Marcello. En 1951, le sénateur Estes Kefauver tenta de soulever le couvercle du système. Il traîna les mafieux à la lumière publique, leur ôta le refuge du silence. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la corruption ne s'arrêtait pas au bas-fond. Elle se trouvait au Capitole, au Pentagone, à l'anglais. Les avertissements commencèrent à circuler. Chuchotements, menaces, votes disparaissant mystérieusement. Les lames n'étaient pas toujours en acier. Parfois, c'était des faveurs et parfois des silences. L'ennemi n'était plus la mafia, c'était le système lui-même. Un réseau si puissant qu'il pouvait utiliser la loi pour couvrir le crime et le crime pour protéger la loi. Et tandis que les idéaux de justice s'effondraient, Carlos Marcello continuait à tirer les ficelles, finançant le nouvel ordre qui prenait forme dans les coulisses du pouvoir américain. Les avertissements ne prirent pas la forme de balles, mais d'appels téléphoniques. Des voix aimables, venues d'ennemis invisibles. Le sénateur Kefauver avait perdu la bataille politique, mais le temps restait du côté de la vérité. Et la vérité était celle-ci. La CIA n'est pas née des secrets. Elle est née des faveurs payées, à partir de ce moment-là, avec de l'héroïne. 2 ans après qu'Aaron Cohn eut porté le premier coup à l'empire de la Nouvelle-Orléans, la tempête qu'il avait annoncée éclata enfin. Les alarmes que Cohn et d'autres avaient déclenchées n'étaient plus des théories, c'étaient des faits. 1957 litres année, des règlements de compte. Frank Costello reçut une balle dans la tête. Le projectile frôla son crâne, traversa sa tempe et s'inscrivit dans l'histoire. Il survécut, mais le message était clair. La guerre avait commencé. L'ancienne garde de Lucky Luciano s'effondrait. Les architectes du crime moderne tombaient les uns après les autres. Willie Moretti, mort. Joe Adonis, expulsé. Frank Scalise, assassiné. Albert Anastasia, le « chapelier fou », exécuté sur un fauteuil de barbier. La carte du pouvoir se redessinait en temps réel. Cette même année, les familles de tout le pays organisèrent des réunions secrètes. Des sommets mafieux dans des manoirs, des domaines, des salons dissimulés. L'un d'eux se tint sur la propriété de Richie, The Boot. Boiardo, célèbre pour être davantage un champ d'exécution qu'un lieu de diplomatie, l'empire de Luciano se désintégrait. Vito Genovese avançait avec ambition. Et dans l'ombre, un autre homme attendait son heure, Carlo Gambino. Silencieux, méticuleux, invisible même en pleine lumière, Gambino était le candidat contrôlable. Mais la vérité était qu'il avait déjà pris le contrôle. Une seule famille possédait l'autorité et l'ancienneté suffisantes pour organiser une réunion capable de rétablir l'ordre. La famille de Buffalo. L'hôte fut Joe Barbara, dans sa propriété d'Appalaquin, dans l'État de New York. En coulisses, Stefano Magadino tirait les ficelles, et au centre de l'échiquier, un nom que peu connaissaient, mais que tous respectaient,
Russell Bufalino. Bufalino parlait peu. Il n'en avait pas besoin. Luciano le respectait. Anastasia lui faisait confiance. Jimmy Blue Eyes l'appelait frère. Et même Sam Giancana, le chef de Chicago, le traitait avec déférence. Bufalino était connecté à tous. Et en 1957, c'est lui qui aida à organiser le sommet le plus tristement célèbre de l'histoire du crime américain. Appalachien. Il pensait que ce serait discret. Un village tranquille, une maison dans les bois, ni presse, ni policiers, seulement des limousines noires et des costumes de soie arrivant les uns après les autres. À l'intérieur, on parlait de succession, de route, de contrôle et d'expansion. À l'extérieur, quelqu'un observait. Un agent local remarqua l'afflux de voitures, les visages inconnus, l'anxiété dans l'air. Quelques heures plus tard, la propriété fut perquisitionnée. Le scandale fut immédiat. La nouvelle secoua le pays. Les États-Unis découvraient enfin ce qu'ils soupçonnaient depuis des décennies. Un pouvoir parallèle, un gouvernement de l'ombre. Le public fut sous le choc. La commission Kefauver, endormie depuis des années, se réveilla. Les hommes qui avaient goûté au sang au début des années 1950 revinrent sur le devant de la scène, plus affamés, plus durs, mieux préparés. Et cette fois, à la table, de nouveaux noms apparurent. 2 frères, jeunes, idéalistes, déterminés. John F. Kennedy. Robert F. Kennedy. Les Kennedy étaient entrés dans le jeu. Et ce qui allait suivre ne serait pas une enquête, ce serait une guerre. Les frères Kennedy ne se contentèrent pas d'entrer en scène. Ils la conquirent. Comme Roosevelt 2 décennies plus tôt, ils avaient le peuple de leur côté et une mission brûlante dans les veines. Mais, à la différence du vieux FDR qui avait manipulé la mafia en secret avant de la détruire en silence, les Kennedy arrivèrent en frappant du poing sur la table. Ils voulaient l'exposition, ils voulaient les aveux, ils voulaient voir le crime organisé crucifié devant le peuple américain. Et ils furent proches d'y parvenir. En Sicile, Lucky Luciano, exilé, bouillonnait de rage. Il observait de loin le chaos provoqué par Vito Genovese. Il les avait avertis. Trop d'arrogance, trop de lumière. Le pouvoir ne s'exhibe pas, il se murmure. Mais personne ne l'écouta. La commission, le conseil invisible de la mafia américaine était fracturé. Et le gouvernement, avec les Kennedy en tête, encerclait le cercle comme des requins. Luciano commença à conspirer depuis l'Italie avec Frank Costello, Carlo Gambino et d'autres anciens alliés de l'Ancien Ordre. En 1959, Genovese était déjà derrière les barreaux. Son empire, démantelé de l'intérieur. Mais les blessures allaient plus loin. Des hommes comme Carlos Marcello et Santo Trafficante savaient parfaitement comment Gambino avait accédé au pouvoir. Et ils ne l'oublièrent jamais. Ils ne lui pardonnèrent jamais. Pendant ce temps, le monde changeait. Cuba échappait au contrôle du crime organisé et de la CIA. Depuis les montagnes de la Sierra Maestra, Fidel Castro avait pris la Havane par la force. Les casinos, les courses, les bordels, les routes du narcotrafic et les laboratoires de blanchiment d'argent, tout s'effondra. L'île, qui avait été un paradis du crime organisé et un point clé des opérations secrètes américaines, appartenait désormais à la Révolution. Le vice-président Richard Nixon rencontra Castro et le sous-estima. Il le prit pour un soldat chanceux, pas pour un stratège. L'erreur fut historique. La mafia ne le lui pardonna jamais. Dans les mois suivants, hommes d'affaires, militaires et parrains commencèrent à faire pression sur le gouvernement Eisenhower. Ils voulaient une invasion totale ou une balle pour régler le problème. Cuba devait redevenir leur. Depuis les bureaux de Washington, la CIA activa de multiples opérations secrètes. L'une d'elles, coordonnée par Robert Maheu depuis Las Vegas, relia l'agence à Sam Giancana et Russell Bufalino. Une autre filière menait directement à Carlos Marcello et Santo Trafficante, chargés de préparer le terrain pour ce qui serait plus tard connu sous le nom de l'invasion de la baie des Cochons. Chaque opération disposait de son propre financement, de ses agents, de ses promesses de silence. Et à ce stade, la CIA et la mafia n'étaient plus de simples partenaires. Ils étaient les co-architectes du nouvel ordre américain. Ce que Robert Kennedy ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était à quel point le lien était profond. Lors des audiences de la commission McClellan, il croyait affronter des syndicats corrompus
et des extorsions liées au travail. Il n'imaginait pas que nombre des hommes qu'il interrogeait n'étaient pas de simples mafieux, c'étaient des pièces du renseignement, des opérateurs ayant des connexions directes avec le cœur de l'État, des hommes qui avaient servi la CIA autant que le crime organisé. Les Kennedy avaient ouvert la porte d'une guerre qui se préparait depuis des années dans l'ombre, et l'ennemi qui les attendait de l'autre côté n'était pas une organisation criminelle, c'était un gouvernement dans l'ombre. Beaucoup de ces hommes n'étaient pas de simples criminels, c'étaient des actifs de l'État. Ils avaient des habilitations de sécurité. Ils avaient une valeur stratégique. Ils étaient utiles. Mais cela n'importait pas à Robert Kennedy. Il ne cherchait pas d'accord. Il ne voulait pas de pacte. Il voulait les exposer. Il ignora les conseils de son père et rompit avec la tradition. Roosevelt avait joué dans l'ombre. Il négociait avec la mafia, les utilisait, puis les détruisait sans laisser de traces. Les Kennedy firent l'inverse. Ils traînèrent tout à la lumière. Lorsque John F. Kennedy arriva à la Maison-Blanche, il entra dans le bureau du directeur du FBI et déclara sans détour « Le crime organisé existe, et je vais le prouver ». Et il le fit. En à peine 2 ans, l'Empire qui, pendant des décennies, avait vécu de chuchotements et d'accords dans des pièces fermées, fut mis à nu aux yeux du monde. À partir de ce moment, quiconque possédait de l'argent, du pouvoir ou de l'influence apprit une nouvelle règle. Si un jour tu te retrouves dans une pièce avec ces hommes, passe, ne leur serre pas la main, ne demande pas leur nom, ne les laisse pas te toucher. Une guerre différente avait commencé. Une guerre qui ne changerait pas seulement le destin du crime organisé, mais celui du monde entier. En 1958, un visiteur inattendu entra dans le bureau de Robert Kennedy. C'était Aaron Cohn, le même homme qui, des années plus tôt, avait défié Carlos Marcello, celui qui était allé en prison à 2 reprises pour avoir refusé de trahir la vérité. Ce que Cohn avait à lui dire allait pousser le jeune avocat vers un abîme de secrets, de violence et de trahison, s'étendant du bureau ovale jusqu'à la Havane. Tandis que la commission McClellan s'embrasait, Kennedy commença à comprendre l'ampleur du monstre qu'il affrontait. Le crime organisé n'était pas un réseau de voyous de rue. C'était un gouvernement parallèle, avec ses propres lois, sa propre armée et ses propres diplomates. Et plus il creusait, plus le sol tremblait sous ses pieds. Il ne savait pas encore jusqu'où descendaient les racines, ni jusqu'à quelles hauteurs montait la pourriture. Mais il savait une chose, l'affronter aurait un prix, le plus élevé possible. Le véritable règlement de compte commença le jour où Aaron Cohn frappa à la porte du bureau de Robert Kennedy, lui serra la main, et l'entraîna dans une guerre qui allait bien au-delà de la mafia. Une guerre contre les hommes de Marcello, contre l'agence centrale de renseignement, contre un réseau clandestin qui avait tissé son pouvoir, dans les vaisseaux sanguins de l'Amérique bien avant que les Kennedy n'entrent en scène. Les révélations qui suivirent scellées, classifiées, chuchotées pendant des décennies dans des pièces fermées, changeraient l'histoire à jamais. Lorsque Aaron Cohn témoigna devant la commission McClellan, il le fit avec la précision d'un bistouri et la fureur contenue d'un homme qui avait vécu trop longtemps sous l'ombre de la corruption. Sa voix ne dénonça pas seulement Marcello, elle dénonça le système tout entier. Et sans le savoir, ce témoignage serait l'étincelle qui allumerait la fin d'une époque. Après le témoignage d'Aaron Cohn, plus rien ne fut jamais pareil. Les gros titres parlèrent de justice, de purification morale, d'un nouveau départ, mais dans l'ombre, les anciens pactes continuaient de respirer. Les Kennedy avaient déclaré la guerre au crime organisé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le crime organisé et l'État partageaient déjà la même peau. En 1963, les balles tirées sur John F. Kennedy à Dallas n'ont pas seulement tué un président, elles ont enterré un espoir. Autour de lui, les mêmes noms revenaient, Carlos Marcello, le roi du Golfe, Santo Traficante, l'homme de Cuba, et les ombres d'une CIA qui ne répondait plus à aucun gouvernement. Pendant des années, les rumeurs circulèrent comme des échos. Réunion secrète à la Nouvelle-Orléans, ordre murmuré, une opération si propre qu'elle ne laisserait jamais de traces. Rien ne fut jamais prouvé officiellement. Mais dans les archives scellées, dans les témoignages perdus, le même schéma réapparaissait sans cesse. L'alliance qui n'était jamais morte. Alors que Washington se réorganisait après l'assassinat, Aaron Cohn disparut des gros titres. Il continua à travailler en silence,
observant comment les mêmes hommes qu'il avait combattus étaient accueillis lors de réceptions officielles et dans des comités de défense. Son combat avait ouvert une fissure, mais le système avait appris à la masquer. Les empires ne tombent pas sous le poids des vérités, ils s'y adaptent. Le monde entra dans la guerre froide, et avec elle naquit un nouvel ordre, un État parallèle, soutenu par des contrats, des silences et de l'argent noir. L'opération Gladio devint le modèle. Un réseau de mafias, d'agents et d'hommes d'affaires capables de maintenir la guerre allumée, sans jamais avoir besoin de la déclarer. Les routes de l'héroïne se transformèrent en circuits de financement. Les mafias devinrent des partenaires corporatifs, les espions, des dirigeants exécutifs. Et derrière ce nouvel empire sans visage, continuait de battre le même principe qui l'avait fait naître. Le pouvoir ne se gagne pas, il se négocie. L'histoire d'Aaron Cohn et de Carlos Marcello n'est pas seulement celle de deux hommes opposés. C'est l'histoire d'un pays qui a regardé l'abîme et a décidé de faire affaire avec lui. L'abîme a répondu, et depuis lors, l'Amérique ne fut plus jamais la même. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce récit. Si cette histoire vous a amené à réfléchir sur le pouvoir, la corruption et les zones d'ombre qui se cachent encore derrière les grands noms de l'histoire, nous vous invitons à laisser votre commentaire et à partager votre point de vue. Chaque opinion contribue à maintenir la mémoire vivante. Et si vous souhaitez continuer à explorer les secrets du crime, de la politique et des réseaux cachés qui ont marqué le XXe siècle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter et à raconter les histoires que beaucoup préfèrent oublier. À très bientôt pour le prochain récit, car l'histoire a toujours une face qui n'a pas encore été racontée.